long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always. Ça y est, cette fois, on est dans le vif du sujet. Semaine de finale NBA, le moment qu'on attendait depuis la pré-saison quasiment. On va avoir un affrontement alors, sur lequel on aurait peut-être pas parié en tout début d'année, mais en tout cas, je pense que c'est probablement celui qui est le plus excitant au bout du compte, celui qu'on attendait vu la manière dont les playoffs se sont tournés. On va retrouver donc les Dallas Mavericks opposé aux Boston Celtics. Premier match le 6 juin, donc jeudi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis rejoint par Shai et Antoine pour qu'on fasse une petite preview. Voilà, vous donner notre avis sur cet affrontement qui s'annonce quand même assez excitant, à la fois d'un point de vue basket, enfin, bien sûr d'un point de vue basket, mais je veux dire, d'un point de vue stratégique, autant que sur les qualités individuelles des joueurs. Shai et Antoine, tout d'abord, comment ça va après une petite pause, là, un week-end presque sans match, puisqu'on a été tranquille, comment ça va tous les deux? Il n'y a pas de repos pour les braves. Hein. Il y a de la WNBA, il y en a qui regardent la Betclic Elite. Ça n'existe pas, ça. Il y a du basket all year long. Mais t'as raison, Bon, j'aurais dû dire sans NBA, pardon. J'aurais dû dire sans NBA, t'as tout à fait raison, d'autant qu'il y a eu des matchs excitants en Betclic Elite, tu as tout à fait raison de le souligner. Je suis un peu moins brave, donc j'ai quand même pu me reposer personnellement, mais oui, ça fait du bien d'avoir cette petite coupure, un peu longue peut-être. Mais je pense qu'elle va faire du bien aux deux équipes et je pense qu'on peut avoir une très belle finale, donc ça c'est bien si tout le monde arrive reposé et si possible proche du 100%. Moi je vais déjà, pour les gens, je sais que les gens vont attendre mon pronostic pour miser l'inverse, donc je vais d'ores et déjà vous dire que je vais parier sur les Boston Celtics, ce qui fait que félicitations aux Dallas Mavericks pour leur titre de champion 2023. C'est pour que les gens 2024 du coup, parce que c'est pour 2024, pardon. C'est pour épargner aux gens de regarder toute la vidéo. Voilà, si vous voulez savoir, si les gens qui sont intéressés que par les pronostics, voilà, je vous donne le mien, comme ça vous pourrez faire l'inverse ensuite. Shai, il a tout spoilé dès la première minute Voilà. quasiment du pod. Donc n'écoutez pas Shai et regardez ce podcast jusqu'au bout pour savoir au moins ce qu'Antoine va pronostiquer et savoir si je vais vous dire qu'Anthony Bennett sera le MVP de ces finales NBA. Pour commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet, on en parlait un petit peu avant de prendre le podcast. Moi, je me suis amusé à re-regarder en partie le dernier affrontement entre Boston et Dallas. C'était au mois de mars. Une victoire qui avait tourné à l'avantage des Celtics. Et pourquoi j'ai essayé de regarder ça? Parce qu'effectivement, Dallas avait déjà fait son trade, donc ils avaient leur équipe actuelle. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, notamment dans le 5 de départ et dans la rotation de Dallas. Mais ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de voir qui défendait sur qui dans cette confrontation. Donc je vais commencer par vous livrer ce qu'avait donné ce match, ces dernières confrontations. Donc il y avait Boston avait décidé de mettre Jrue Holiday sur Kyrie Irving. C'était Jaylen Brown qui s'occupait de Luka Doncic et Jason Tatum défendait sur Derek Lively. C'était à peu près ça la rotation, du moins la manière dont Boston avait entamé ce match. Question un peu large, puis après on va peut-être pouvoir revenir dans du spécifique tous les deux. À quoi est-ce que vous vous attendez d'un point de vue stratégique dans cette confrontation? Parce qu'on a deux équipes, l'une avec Dallas, on en a parlé plusieurs fois la semaine dernière avec Shai, mais Jason Kidd qui a fait un travail remarquable de série en série et même de match en match parfois dans les ajustements. Et de l'autre côté, une équipe de Boston qui, certes, a dû faire face à l'absence de Kristaps Porzingis, mais finalement a pu rester en gros sur ses forces sans avoir à trop s'adapter à son adversaire. Antoine, je te laisse la primeur pour la tactique, pour un peu, par souci de crédibilité évidemment. je pense défensivement, par exemple les Celtics, à mon avis, ça va switcher à tout va. Et l'idée, c'est de switcher un maximum, peut-être pas tout le temps, mais de garder toujours un corps devant, enfin un défenseur entre le panier et Luka Doncic et Kyrie Irving. Il va y avoir je m'écarte légèrement, mais les Celtics vont rencontrer un adversaire différent de tout ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. Notamment, on a beaucoup souligné le fait que c'était un parcours un peu facile pour Boston. Il va y avoir un ajustement. Nous, on en parlait souvent entre nous dans la CQFR. On disait il va falloir se mouiller la nuque quand il va falloir jouer un adversaire beaucoup plus intense à l'ouest. Mais la vérité, c'est que c'est vrai aussi dans l'autre sens. Dallas va jouer une équipe beaucoup plus forte ou plus forte. Le beaucoup est exagéré. Mais une équipe plus forte et plus complète
que toutes les équipes qu'elle a affrontées jusqu'à présent. Parce que l'Ouest a beau être très chargé, la meilleure équipe de la ligue, c'était quand même Boston. Et Dallas va devoir se retrouver non seulement contre une équipe qui a une très forte attaque, ce qui n'était ni le cas de Minnesota et je dirais même ni le cas d'Oklahoma City. Oklahoma City avait une bonne attaque en saison régulière, mais je pense que ce n'était pas forcément l'équipe la mieux armée pour mettre des points en playoff. Et en plus, au premier tour, ils ont joué une équipe des Clippers qui certes avait une grosse attaque, mais qui a été privée de Kawhi Leonard d'une partie, donc une attaque diminuée. Donc je dirais que là, les Mavs, c'est la première fois qu'ils jouent une équipe qui est à la fois très forte en attaque, mais aussi très forte en défense. Et du coup, je reviens sur mon aspect stratégique. Je pense vraiment que les Celtics vont chercher à, contrairement aux Timberwolves qui ont pris trop de risques, je pense, l'idée de se dire c'est Luka et Kyrie qui vont nous tuer, ils vont pas réussir à nous tuer, on veut absolument protéger la ligne à 3 points. Je pense que c'était une grosse erreur, ça les a mis trop dans le trou en début de série et du coup ça a créé ce gap qui était derrière psychologiquement difficile à remonter parce qu'en fait il n'y avait pas tant d'écart que ça entre Dallas et Minnesota. Je pense que là Boston va switcher à tout va. L'idée de mettre Tatum sur Lively, c'est justement pour switcher en cas de pick and roll parce je pense qu'il y a une volonté de se dire, de toute façon, PG Washington, il va pas rouler vers le cercle après un pick and roll. Il va pop, mais quand il pop à 3 points, c'est pas son point fort. C'est un bon shooter à 3 points dans le corner, mais pas dans l'axe ou à 45. Donc si c'est PG Washington qui se retrouve à poser mon pick pour forcer Porzingis à être sur Luka, on va de toute façon prendre l'avis de se dire on trappe peut-être sur ces pics-là, ou en tout cas on n'a pas peur de PG Washington qui récupère la balle dans cette situation. Voilà pour la stratégie défensive de Boston. Je pense qu'en attaque, Boston va juste chercher à jouer son jeu. Et je réfléchis pour Dallas, quelle stratégie c'est bête, j'aurais dû préparer ça. Je suis pas assez posé la question. J'attends de voir. C'est une des questions aussi que j'attends de voir. En fait, j'attends de voir ce que va donner l'attaque de Boston. Je sais pas trop comment juger l'attaque de Boston. Comme je l'ai dit, c'est une très forte attaque. Pardon, j'enchaîne avec autre chose et je vous laisse la parole là-dessus, promis. Une des clés de la série pour moi, c'est l'adresse à 3 points. On en a parlé toute la saison avec Boston. Je ne suis pas sûr que Dallas puisse suivre le rythme de Boston à 3 points. Donc, une des vraies clés des Mavericks, c'est d'essayer de limiter les Celtics à 3 points. Parce que si Boston met autant de tirs que ce qu'ils ont mis tout au long de la saison, si les Celtics mettent autant de tirs, je pense que les Mavericks ne peuvent pas suivre le rythme. Ils ne pourront pas mettre autant de shoots. Et justement, pardon, je conclue là-dessus. Je pense que Boston a tout intérêt à mettre Derrick Jones, PG Washington, Tim Hardaway, bref, tous les autres mecs de Dallas devant leurs responsabilités en disant allez-y, prenez vos 3 points. Le Thunder l'a fait, ça n'a pas payé pour le Thunder, mais le Thunder n'avait pas la même attaque que Boston. Je pense que la stratégie pour battre Dallas, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Théo, tu parlais du dernier match en date, celui après le trade. Il y en a quand même eu un autre avant où, alors certes, Dallas n'avait pas n'était pas sous la même configuration, mais il y avait déjà Luka et Kyrie qui avaient joué. Et sur du coup, si on couple les deux matchs, à aucun moment les Celtics, même s'ils ont remporté ces 2 rencontres, ont réussi à freiner Luka. Il a tourné à 35 points et 47% au shoot. Donc j'ai l'impression qu'ils vont laisser Luka faire du Luka et je sais pas, j'ai un feeling, j'ai l'impression qu'ils vont se concentrer sur Kyrie et là ça va être la tâche de Jrue Holiday et d'Eric White qui avaient été les 2 défenseurs principaux sur lui à ce moment-là. Et Boston a cette polyvalence, cette capacité à avoir à chaque fois, à tout instant sur le terrain, 4 défenseurs sur le périmètre qui peuvent faire n'importe quelle mission, n'importe quel job à très très haut niveau. Donc là, ça va être ça le défi pour les Mavs. Je pense pas que Luka sera trop perturbé par ce qu'il aura en face. Il fera du Doncic. C'est plutôt autour que la question se pose. Et après, pour Boston, la grande question pour moi, ça va être lié à Kristaps Porzingis. Tu l'as un peu évoqué, Antoine. En saison régulière, en NBA, c'était le 5e joueur qui provoquait il provoquait le 5e pourcentage le plus faible de panier près du cercle, avec 53%. Donc c'était un game changer total et ça a expliqué aussi la belle saison des Celtics. Et ça va dépendre, je ne sais pas encore dans quel état il va être, combien de minutes il va pouvoir jouer, parce que c'est une vraie clé de la série. Pour moi, ça change absolument tout et ça pourrait donner des maux de tête aux Mavs qu'ils n'avaient pas prévus. Et ce serait un joueur qu'ils n'ont pas encore vraiment affronté en playoff, un type de joueur en tout cas, un profil qu'ils n'ont pas encore affronté en playoff.
Ouais, je pense que. Alors, Kristaps Porzingis, c'est bien entendu pas le meilleur joueur de Boston. Par contre, je pense que c'est pas loin d'être le joueur le plus important de la série pour Boston. C'est vraiment celui sur qui, autour de qui tout va tourner d'un côté comme de l'autre. Parce qu'effectivement, alors tu peux dire, bah, les Wolves avaient Karl Anthony Towns, c'est aussi un grand qui peut shooter, mais il a pas du tout la même. Il apporte pas du tout les mêmes choses que Kristaps Porzingis, ni en protection de cercle, ni même dans du jeu posté en fait. Parce que là où Boston, c'est a très bien su utiliser Kristaps toute l'année, c'est-à-dire du jeu posté soit en bas, soit au poste haut. Il n'y a pas ces positions avec Karl Anthony Towns. Et ce sont des positions vraiment qui souvent, pour Boston, quand l'attaque commençait un peu à bugger ou comment dire, à se bloquer. Il a souvent eu cette capacité à débloquer des situations par du jeu comme ça, très simple. Et le fait qu'il soit là ou pas, qu'il soit en forme ou pas, qu'il puisse jouer tous les matchs ou pas, ça va être vraiment déterminant parce que je pense que ça change tout pour Boston en fait. Vraiment. Là, on parlait avec Antoine tout à l'heure de l'alignement défensif de Boston face à Dallas. Effectivement, ce que tu disais, Antoine, c'est tout à fait vrai. L'idée, c'est de ne pas avoir, de pas avoir Kristaps sur Derek Lively pour empêcher Lively de rouler aussi fort au cercle. On a vu non seulement à quel point il était capable de finir fort au cercle, mais aussi comme il a été excellent dans sa lecture pour lire la défense et ensuite trouver les shooters ouverts autour de Dallas. Il n'y a pas du tout le même danger si c'est Gafford bien sûr, mais même PJ Washington comme tu le disais. Et l'autre élément qui est vraiment important, c'est que finalement cette équipe de Dallas avec ses grands, je suis curieux de voir en fait comment Boston en fait va pouvoir. Tu parlais des tirs à 3 points, Antoine, pardon, j'ai oublié d'expliquer le cheminement qui me menait là, mais je suis curieux de voir quelles vont être les options de Dallas. Si l'option ça va être vraiment de gêner au maximum les tirs à 3 points quitte à ouvrir des espaces, ou si ça va être quand même de protéger la peinture, parce que j'ai l'impression qu'effectivement les jours où Boston commence à prendre feu et où tous les mecs marquent en première intention, c'est quasiment injouable vu la performance qu'ont les shooters. Mais parfois on l'avait noté, Antoine, cette équipe de Boston elle peut avoir tendance à caler un petit peu et à jouer uniquement en périphérie. Et c'est vrai que cette équipe de Dallas a là les options, je trouve, bien plus que toutes les équipes que Boston a affrontées durant ces playoffs pour, alors je vais pas dire interdire le chemin au panier, mais en tout cas vraiment rendre la vie plus dure pour ces pénétrations sur lesquelles là, c'est là où Boston est injouable, c'est quand c'est j'attrape, je pénètre, je trouve une première passe, puis une deuxième passe et il y a un tir à 3 points. Et je pense que là, Dallas a les armes pour gêner cette équipe de Boston, a fortiori si jamais Kristaps Porzingis n'est pas à 100% de ses moyens. C'est là où Tatum il sera vraiment important. C'est que moi aussi, je vois bien Dallas forcer Boston à rester au large, à pas vraiment. T'as des mecs en plus, t'as des bons défenseur sur l'homme. Tu vois un PJ Washington ou un Derrick Jones, c'est des mecs qui, en plus de derrière avoir Lively ou Gafford, c'est des gars qui vont pas te rendre facile le chemin au panier parce que ils prennent de la place. Donc t'es même pas tenté d'attaquer, sachant que Boston n'a pas de très très grands slashers en fait. Jrue Holiday est plus un slasher. Il a plus le jus pour vraiment se lâcher vers le panier. Derrick White l'a jamais été. Jalen Brown est peut-être celui qui le fait mieux, mais il y a toujours ce fameux truc de mets-le sur sa main gauche et on voit ce que ça donne, tu vois. Tatum est pas un vrai slasher. Il a quelque chose, il sait attaquer le cercle, mais c'est pas un vrai slasher. Et je pense Tatum, si jamais le jeu se concentre en périphérie, il va falloir que lui trouve le moyen de casser cette défense. Et après, moi, je continue de penser, je reviens sur ce que je disais avant, mais je crois que l'adresse à 3 points, enfin, si Boston, il y a 4 matchs où ils mettent dedans sur 7, c'est ça le pari, quoi. C'est est-ce qu'il y a 4 matchs sur 7 où ils vont mettre dedans? Et s'il y a ces 4 matchs-là, c'est compliqué. C'est compliqué pour Dallas, je pense, de suivre le rythme. Tu vois, je reviens, pardon, du coup, de l'autre côté du terrain, avec Dallas qui attaque et Boston qui défend. Je pense que la volonté, ça va être clairement, OK, il va appeler Lively, Tatum switch, Lively roule ou Gafford roule, Porzingis vient en aide, il y a une passe ouverte dans le corner. Est-ce que Washington, il va nous tuer? Est-ce que Washington, il va mettre 5 paniers à 3 points par match dans le corner? Parce que non seulement nous, contrairement à OKC, je reviens sur cette série contre OKC, c'était le pari d'OKC, mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais OKC n'avait pas de quoi tenir offensivement tout en étant fort défensivement. Tu vois, là, les Celtics, je pense qu'ils se mettent dans la tête qu'il n'y aura pas non plus trop de mal à mettre des points, même si tu les forces à jouer en périphérie, même s'il y a moins d'adresse et qu'il y a cette question du coup du drive. Je pense que ça reste quand même une équipe, les Celtics, qui arriveront à mettre des points contre les Mavericks, malgré le fait que Dallas a une très bonne défense.
Je sais La, pas te la- faire répondre à la question, j'ai un peu tourné autour du pot, mais la question sur PJ Washington, je ne sais pas s'il mettra 5 paniers par match, mais je sais qu'il mettra les paniers à 3 points en fin de match. Par contre, il l'a fait constamment depuis ça, qu'il pour est ça, là. faut que ce soit clutch à la fin, faut que ce soit Bien serré sûr. déjà. Et on a deux équipes parmi les plus clutch de la ligue. Dallas était deuxième, je crois, et Boston quatrième. Ça va être un des paramètres importants. Les Mavs ont avec Kyrie un joueur ultra clutch, avec Luka un joueur qui a été clutch aussi dans ces playoffs-là. Je pense que moi j'ai l'impression qu'il y aura des matchs très serrés, contrairement à quelques séries qu'on a pu voir où ça a été à sens unique, quel que soit le vainqueur. Moi je sens que le facteur clutch va être important dans cette série. Après, il l'a reconnu, il en avait parlé, mais Luka n'est pas forcément le même joueur qu'à l'époque non plus. Il a grandi. Il a moins de gestes de frustration en mode ah, les gens sont pas au niveau autour de moi. Mais sur le papier, c'était quand même ultra séduisant pour Porzingis, Doncic, et ça n'a pas du tout fonctionné. Je suis persuadé qu'intérieurement, il a envie de revanche et il a envie de montrer qu'il fallait lui faire confiance et que là, à Boston, on lui fait confiance tout au long de la saison jusqu'à sa blessure. Il a été vraiment. Moi, c'était une de mes inquiétudes, savoir si déjà, bon, s'il tiendrait le choc au niveau des blessures. Ça a plutôt été le cas jusqu'à l'incident. Mais la façon dont il s'est adapté, dont il est utilisé, ils lui font totalement confiance et c'est un game changer pour eux. Sur la personnalité, c'est quelqu'un qui a été dans un premier temps assez effacé, puis il a quand même montré une forme de caractère. Alors, je ne sais pas si c'est bon ou moins bon, mais au moment de partir des Knicks, il est quand même parti très tôt des Knicks. Hein. Il aurait pu. C'est assez rare. Il venait d'être All-Star, gravement blessé, puis derrière, incompréhension. Il a de la personnalité et je pense qu'il est totalement capable de relever le challenge et de montrer qu'il a sa place, qu'il peut briller là, dans des finales NBA, ça me paraît clair. Pour moi, il y a aucun doute sur le fait que tout ce qui s'applique à Boston ne fonctionne que si Porzingis est vraiment là. Boston est pas favori au titre si t'as pas Porzingis. Cette saison des Celtics, elle s'explique aussi en grande partie par Porzingis. Il a changé beaucoup de choses au sein de l'équipe. Les joueurs eux-mêmes répètent que c'est pas la même équipe et c'est justement parce qu'il y a Porzingis, ce point de fixation offensif, ce protecteur de cercle défensif. Si t'enlèves Porzingis, il n'y a pas les 64 victoires cette saison. C'est clairement pas le même style, c'est pas le même basket. Oui, ils n'ont pas forcément eu besoin de lui pour aller jusqu'en finale NBA, et c'est parce que la conférence Est était très faible et très diminuée par de nombreuses blessures. Mais tu vois, par exemple, les Celtics sans Porzingis qui jouent les autres équipes de l'Est à pleine puissance, ça aurait été tout de suite des séries beaucoup plus serrées. Et là, je suis d'accord, tu peux pas battre Dallas sans Porzingis. Enfin, pour moi, ça... Et c'est pas juste sans Porzingis. Tu as besoin d'un Porzingis. C'est pas juste il doit être présent sur le terrain et il te donne 25 minutes. Ils ont besoin de Porzingis à 100%. Ils ont besoin que ce soit le Kristaps Porzingis. Ils l'ont pas brusqué, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont pas brusqué. De ce que j'ai compris, il aurait pu jouer un peu plus tôt s'il y avait eu besoin. Et ils l'ont progressivement fait monter en intensité lors des entraînements et des oppositions. Donc là, logiquement, de ce qu'ils disent, il est pas très loin d'être à 100% avec évidemment la problématique de ne pas avoir joué depuis un certain temps. Il faut quand même revenir. Les premières minutes vont peut-être pas être si simples que ça, mais moi, je pars aussi du principe qu'il est quasiment à 100%. Oui, ça, on en saura plus. Effectivement, ils ont eu raison de ne pas le brusquer. Ce qui est toujours un petit peu gênant, quand même, c'est avec les blessures musculaires de ce type-là, c'est que c'est pas tout à fait comme si ça avait simplement eu, enfin, simplement entre guillemets, il revient pas d'une entorse de la cheville, quoi. C'est des blessures qui peuvent vite se réactiver. Et dans ce cas-là, tu peux pas vraiment rejouer avec ce type de blessure. Donc, tout va tourner autour de lui. Vraiment, dans le match dont je vous parlais, il avait été excellent dès le début de match. Il met 2 tirs à 3 points dans les 4 premières minutes pour lancer vraiment Boston. C'est lui qui avait donné un petit peu le ton. Ça va être. Il y a un autre test aussi, il y a beaucoup de pression, on le dit depuis le début de l'année, sur Joe Mazzulla. Là, ça va être une fois de plus un gros face-à-face stratégique, je pense, face à Jason Kidd. J'ai l'impression quand même que même on se l'était fait, enfin certains nous l'avaient reproché quand on avait fait notre draft, tu sais Shai, avec Fred on a fait une draft des meilleurs coachs actuels. Joe Mazzulla n'avait pas fait le cut du top 15, même si on en avait parlé, on disait que bon voilà, il faisait du bon travail mais qu'on attendait de voir un petit peu en playoff. Là il va y avoir beaucoup de pression de son côté. En même temps, Boston a eu le temps de scouter là. Ils étaient tranquilles à attendre la finale depuis un bon petit moment. Ils ont pu regarder vraiment ce qui se passait du côté de Dallas, évaluer un petit peu leurs forces, leurs faiblesses. Moi, ce qui me fait peur quand même pour Boston, entre guillemets, et ça va être aussi un affrontement de style, c'est qu'on a Boston vraiment avec une équipe classique, entre guillemets, où tu as un top 6, 7
enfin 7-8, disons, si on compte Sam Hauser en plus et potentiellement Cornet, mais de joueurs voilà, qui vont sortir du banc et des starters, alors que du côté de Dallas, et c'est presque une première depuis longtemps, moi ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu en playoff une équipe pouvoir aller puiser aussi loin dans son banc pour sortir des joueurs qui ont un rôle important, et je pense que Jason Kidd a beaucoup plus d'éléments, d'outils dans sa boîte pour pouvoir essayer de toucher, bidouiller des choses, mettre les mains dans le moteur que ce n'est le cas pour Joe Mazzulla. Ouais, bah ça, moi je suis d'accord avec toi, c'est sûr. T'as plus de matière. Après, va savoir s'il y aura besoin d'utiliser cette matière. C'est clair. Tu vois, parce que les Celtics sont. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, les Celtics sont clairement le meilleur 6. Et je pense presque nettement, je dirais, ils ont nettement le meilleur 6. Par contre, si tu réduis encore, donc on a pris top 8, ok, on dit top 8, bah les Mavs derrière, ça peut aller jusqu'à 10, donc c'est mieux, tu vois. Tu prends top 6, tu dis c'est Boston. Par contre, moi, il y a une autre question que je me pose, c'est est-ce que les Celtics peuvent gagner cette finale si Kyrie et Luka sont 2 des 3 meilleurs joueurs de la série, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que et ça, on en revient à Kyrie et à ce que disait Shai au début du pod, en fait, Kyrie va avoir un rôle déterminant parce que si Kyrie, c'est le 3e meilleur joueur de la série, en fait, ça change. Enfin, je sais pas, pour moi, je sais que c'est très abstrait, mais je trouve que ça change beaucoup de choses sur la donne. S'il est nettement le 3e meilleur joueur, si vraiment, tu vois, tu sens que tu as Tatum, Doncic et Kyrie, et ensuite, bah, les autres, c'est sûr, forcément, derrière, tu cites Brown, White, Porzingis, ça vient avant n'importe quel joueur de Dallas. Est-ce que ça peut compenser si vraiment Kyrie et Luka sont excellents, et notamment, du coup, si Kyrie évolue à un niveau enfin, au niveau qui est le sien, on va dire, depuis le début des playoffs, même si la série contre OKC, il a joué un peu différemment. Après, voilà, pareil, ce que disait Shai, que Luka et Kyrie mettent leurs points. Si je suis Boston, en tout cas que Luka, je pense que c'est vraiment pas ce qui m'inquiéterait. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que leur plan, ça va être de se dire, mais de toute façon, on va pas l'arrêter. Donc, on va juste tout le temps lui mettre un mec devant lui et il va devoir travailler pour ses points. Et oui, il va travailler Noga, il va travailler Brown, il va travailler Tatum, il va travailler Holiday, il va travailler White. Il va leur mettre des points, tu vois. White, il va le prendre en puissance. Holiday, je pense qu'il a la taille et la puissance pour résister à Holiday, malgré le fait et surtout qu'Holiday, je pense qu'il peut pas défendre aussi longtemps sur lui. Il va mettre ses points. Le but, je dirais même jusqu'à dire si Kyrie il met 25 points, si c'est pas du énorme Kyrie, ils peuvent encore se permettre parce que derrière leur pari, ça va être de se dire mais juste les autres, ils mettront pas assez de points par rapport à tout ce que nous on va apporter. Je pense que ça peut être un peu le pari des Celtics, mais si tu as un Kyrie qui est lui aussi extraordinaire, là tu rentres sur autre chose quoi. Parce que déjà tu es forcé de réagir. Comment on fait? Parce que du coup, OK, il arrive à créer tellement d'espace que on peut plus juste se contenter de se dire ah bah tiens on va laisser les autres ouverts quoi. Non, là on est obligé de compenser sur lui et donc de créer encore plus d'espace pour les autres, et si les autres ils ont beaucoup d'espace, enfin ça crée une réaction en chaîne, tu vois. Et du coup Kyrie, je pense, si Porzingis c'est le facteur X du côté des Celtics, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que Kyrie, j'aurais pu dire PJ Washington, Eric Jerry Jones sur leur adresse à 3 points, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils mettent beaucoup de 3 points. Ça serait un facteur X presque vraiment inattendu. Kyrie, c'est un facteur X plus crédible pour les Mavericks. Je pense qu'il a ce truc, il peut faire basculer la finale, lui, du côté de Dallas. Moi je le vois pas comme un facteur X, je le vois comme un personnage central, en fait. Oui, Bon, après, on peut dire que c'est la même chose, enfin, c'est un peu ça, mais si tu veux, il y a en plus du sportif où il est très important, que ce soit ce qu'il sait faire en attaque, évidemment, et il n'y en a pas deux comme lui en NBA, ce qu'il est capable d'apporter en soutien de Luka ou en relais de Luka dans les matchs, ce qu'il apporte maintenant en défense, parce que maintenant, moi, je vais m'attendre à le voir défendre comme ça tout le temps, hein. Enfin, en termes d'effort, d'intensité, c'est fondamental pour Dallas. Et sur le côté extra-sportif, c'est ultra important parce que là, même pour lui, pour l'image qui va être la sienne, l'espèce de rédemption qui s'est entamée, il joue quand même contre Boston, hein. Il joue contre Boston, l'équipe à laquelle il avait promis aux fans, enfin plus ou moins promis aux fans, en gros, si on veut bien de moi, je serai là l'année prochaine. Il était au milieu, il parlait au micro, derrière, il s'en va. Il y a la fameuse scène où alors on sait pas, enfin, où il marche sur le symbole, le précône des Celtics sur Lucky. Ça a fait tout un foin. Les fans des Celtics, ils l'ont pas oublié. Il se fait siffler à chaque fois qu'il revient au TD Garden. Tout est fait pour moi pour que ce soit le personnage central de la série. Je dis pas que ce sera le MVP des finales, par exemple, hein. Si Dallas gagne, j'imagine, je vois pas un monde où c'est pas Luka le MVP des finales, mais je pense vraiment qu'il va être déterminant sur tous les aspects, tout ce qui est sportif, terrain, parce qu'ils ont besoin que Kyrie marque des points.
soit adroit, soit efficace défensivement, mais aussi en dehors sur tout ce qui est en termes de pression et de narration aussi, il va être pour moi absolument déterminant, Kyrie. Ouais, du côté de. Alors, c'est marrant parce que de tout ce que tu as listé, je me demandais où tu allais en venir, enfin, pas où tu allais en venir pour Kyrie, mais tu as même laissé de côté les doigts d'honneur qu'il a fait copieusement au J'avais public oublié. de Boston. Ça a été bien plus loin, même C'est vrai. encore que ça. Effectivement, moi, c'est finalement le facteur X du côté de Dallas. J'ai l'impression que c'est pas un joueur, en fait, c'est le rythme. Et moi, je continue de penser que cette équipe des Mavericks, elle est. Alors, je vais pas dire impossible, mais elle est vraiment extrêmement difficile à arrêter à partir du moment où elle court et où elle est dans l'alternance entre le jeu rapide et le jeu posé. Et je suis vraiment curieux de voir, ne serait-ce que les premières minutes du match contre Boston, comment Kyrie et Luka vont aborder ça. S'ils vont aborder ça vraiment en essayant de jouer la relance systématiquement ou dès que c'est possible, ou s'ils vont commencer avec beaucoup de contrôle. On sait que c'est une des équipes qui perd le moins de ballons aussi, Dallas. Ça, c'est vraiment un élément primordial, je pense, pour les Mavs, parce que je pense que quand ils sont dans cette alternance, vu les athlètes qu'ils ont, ils peuvent vraiment fatiguer cette équipe de Boston qui a un super top 6, mais derrière, je reviens là-dessus, est courte en fait. Et qui limite la meilleure manière de jouer sur l'attaque de Boston, c'est vraiment d'essayer de les épuiser en défense, que ce soit sur le jeu rapide ou en les forçant à faire tout un tas de rotations. Ça va vraiment être, je pense, un des points vraiment primordiaux en fait du côté de Dallas, sachant que de l'autre côté, pour Boston, je pense que le meilleur moyen pour Boston soit efficace en attaque, c'est justement de sortir sa grosse défense et que il n'y a eu que 2 défaites du côté de Boston durant ces playoffs, mais les 2 défaites face à Miami et face... j'ai oublié déjà le deuxième tour contre Cleveland. Contre Cleveland, pardon. Ouais. Mais c'est 2 matchs où ils avaient vraiment commencé hyper mollement d'un point de vue défensif et ils s'étaient retrouvés embarqués dans un match qui les avait menés au bout. Et on sait que ça, par contre, pour moi, c'est scénario catastrophe pour Boston. Tu veux pas jouer un match qui va se jouer à une possession face à Dallas. Je pense que c'est le pire des scénarios pour les Celtics. Et je vais aller complètement dans ton sens. Les Celtics, on leur a vu un point faible, et pas juste cette saison. Enfin, on leur a vu plusieurs points faibles, mais il y en a un autre qui est assez peu souvent discuté parce qu'il est plus abstrait, mais c'est le mental. Et les Celtics, ils ont quand même une tendance à laisser des possessions. Et ça, c'est un truc qui va pas passer, en fait. C'est un truc qui peut passer contre Indiana. Contre Indiana, ils laissent notamment en défense, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis. C'est si tu les fatigues, eux s'exposent en étant fatigués à faire plus d'erreurs, à lâcher quelques possessions, là où Luka et Kyrie vont pas lâcher de possession en fait en attaque de toute façon. Et Boston aura besoin d'être concentré pendant 48 minutes. Ça peut sembler un truc débile qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle équipe, mais chez les Mavs, on l'a vu qu'il y avait cette capacité à être en mission. Et alors bien sûr que tu as toujours des ratés, même pendant un match, tu n'es pas sur chaque possession impeccable, mais Boston a une vraie tendance à des fois manquer de rigueur. Ça n'a pas été arrangé par le parcours parce qu'il n'y a aucun moment où tu as dû vraiment jouer 48 minutes. Même contre Indiana, les matchs serrés, oui, ils resserrent à la fin. Boston a été bon dans le clutch en défense, pas forcément en attaque. Ils ont mis des gros tirs, il y a eu quelques tirs, mais c'était très brouillon en attaque contre les Pacers par moment dans le clutch. Par contre, ça défendait très fort. Mais là, si contre Dallas, tu as lâché quelques possessions dans le troisième quart-temps, tu te retrouves à moins 15. Et moins 15 contre Dallas, c'est pas la même chose que de remonter moins 15 contre une équipe qui est menée par Andrew Nembhard, que j'adore, tu vois, au demeurant. Mais c'est pas la même chose. Tu as un Doncic et des Kyrie, des mecs, tu les mets dans une position... C'est des tueurs, tu vois. Nembhard, Haliburton, tous ces gars-là, ils apprennent éventuellement à être des tueurs. Eux, c'est déjà des tueurs. Tu leur donnes moins 15, tu leur donnes 15 points d'avance, ils vont savoir exactement comment gérer le chrono, ils vont savoir exactement comment attaquer, à quel endroit, à quel moment. Donc, tu ne peux pas te permettre, si tu es les Celtics, et je suis d'accord avec toi, évidemment, sur le fait que dans le clutch time, Boston, ça a toujours été un truc. Tatum a une fausse image de mec pas clutch, c'est pas vrai. Il est clutch, il est très clutch, Le problème, c'est pas tant ça, c'est pas qu'il est pas capable de mettre des gros tirs, il les met. C'est qu'il gère pas toujours bien, par contre, les dernières possessions. Tu sens que d'un coup, à Boston, il y a un peu de... On sait pas exactement ce qu'on fait. Je crois que j'avais décrit dans un CQFR. La balle, elle tourne en périphérie, mais elle tourne même pas vite. Elle tourne où chacun est là un peu à attendre à savoir qu'est-ce que je fais, un peu dans les mains d'Holiday, qui va la passer à Brown. T'as Tatum qui va penser qu'il va l'avoir, mais Brown, il la garde un peu pour voir s'il peut jouer son truc. Et ça, là, dans le clutch time, ça passe contre Indiana, ça passe contre Cleveland, ça passe pas contre Dallas. Bah, c'est pour ça qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, là aussi, la clé pour les Celtics, c'est de réussir à faire ce transfert entre l'intensité qu'ils ont dû mettre, même en saison régulière, où ça a été une promenade de santé,
les playoffs qui ont été relativement faciles pour eux, et là tout de suite quelque chose de plus sérieux et solide. Et si ils mettent trop de temps, là ce sera compliqué. Et je n'ai pas la même appréciation de ce côté-là. Il y a aussi un joueur qui est important à mon avis dans cette optique-là, c'est quand même Jaylen Brown, parce que il a été, je dis pas de bêtises, il a été le MVP de la finale de conférence. Depuis le début des playoffs, je trouve qu'il est très solide. Il est agressif, il est bon en défense. Lui aussi, alors pareil, le terme importe peu, mais facteur X ou personnage central, il va être fondamental, parce qu'il va devoir défendre sur le joueur le plus compliqué à défendre en face. Il va devoir être en relais de Tatum si Tatum n'est pas dans un grand soir. Il doit lui aussi répondre aux questions, et il a une forme de pression sur lui aussi avec l'étiquette. Alors, on sait ce que ça veut dire. On sait que c'est pas, mais c'est le joueur avec le plus gros contrat de la ligue. Il y a plein de choses aussi qui entrent en ligne de compte pour Brown, et à mon avis, il va être important. Et là où les Celtics ont un avantage, c'est dans la multiplicité de leurs options offensives aussi, parce que on parle souvent des deux parce qu'ils sont ensemble depuis une éternité, Tatum et Brown. Mais là, cette année, avec Derrick White qui est capable de mettre 25 points, 27 points sur un match sans souci, Jrue Holiday qui est capable lui aussi de mettre une vingtaine de points s'il est dans un bon soir. Alors Ford, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, il a fait des matchs où le cercle, c'était le cercle faisait 10 mètres de largeur tellement il rentrait, c'était incroyable. Le banc, on peut poser question, hein. Peyton Pritchard, il a fait des bons passages aussi offensivement en saison régulière, mais ça, c'est autre chose. Je trouve que Boston a cette capacité à, plus peut-être que les Mavs, à sortir un tout petit peu du top 2 et à poser, à avoir des réponses à des situations qui pourraient être difficiles. Et de l'autre côté, je suis un tout petit peu moins sûr, en fait. C'est intéressant que tu parles de Jrue Holiday, parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'alignement défensif, on a parlé de Boston. Ce qui était intéressant, je reviens toujours à ce match donc, du 1er mars, si je ne me trompe pas, c'est que c'est Luka qui était sur Jrue Holiday. La question que je me pose aussi, c'est est-ce que Boston aura comme idée ou comme objectif de fatiguer Luka en le forçant à défendre plus? Ce qui peut complètement se comprendre, il y a une logique là-dedans, même si on a souligné ses progrès, c'est quand même toujours pas un défenseur d'élite, et ça lui fait multiplier des efforts alors qu'il va devoir fournir en attaque. La limite de ça, c'est que même si Jrue Holiday en est capable, il l'a prouvé d'ailleurs dans la série face aux Pacers, il a été hyper agressif, plus que d'habitude même pour forcer Haliburton à défendre. Je me demande dans quelle mesure ça peut pas aussi sortir un petit peu Boston de son rythme offensif naturel, et dans quelle mesure ça peut pas être une arme à double tranchant quelque part du côté des Celtics si Joe Mazzulla choisissait de jouer cette carte-là. En fait, ça dépend comment ils le font. Je pense qu'il faut pas que l'idée, ce soit de fatiguer Luka en donnant le ballon à Jrue. Parce que je pense que Jrue, il n'est pas assez fort. Je suis désolé, je sais que vous adorez le joueur, j'aime beaucoup le joueur aussi. Mais je pense qu'il n'est pas assez fort pour faire la différence offensivement sur toute une série, en ayant le ballon entre les mains. Je pense que tu peux pas te dire, ah, il a Luka, on va le forcer à provoquer ou post-up. Parce que Luka, de toute façon, il est bon en défense sur post-up. Il est solide comme James Harden à une époque, en fait, qui était mauvais en défense, mais tu pouvais pas le poster facilement parce qu'il a des jambes, etc. Je pense que par contre, Luka, faut que tu l'impliques. Tu le fasses courir. Tu le fais courir. Jrue, il joue sans le ballon. Il prend plein d'écrans. Tu forces un peu Luka à se bouger, à faire des erreurs. Luka, il peut oublier son défenseur. Tu vois, ça lui est pas forcément arrivé beaucoup de fois dans la série d'avant, mais c'est le genre d'erreur qu'il peut faire. Tu l'impliques de cette manière-là pour que Jrue, si vraiment il est des tirs à prendre, ça soit après des coupes dans le dos où tu es près du cercle, ou peut-être il y a Lively qui vient, mais du coup, si Lively vient, bah, là, tu as cette fameuse passe pour un 3 points, et c'est un tout autre 3 points quand tu prends un 3 points. Je sais que toi, Théo, tes arguments, et tous les coachs de France et de ce monde sont de façon argumentent ça. Un bon 3 points, c'est un 3 points où la balle, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, effectivement, il y a eu une fixation. Jrue, il a coupé. Luka, il est passé à côté. Il y a eu un pic. Il y a Lively ou Gafford qui revient aider en galère. Et là, tu as passe sur Porzingis, sur White ou n'importe quel autre joueur des Celtics, ils sont tous forts à 3 points. Tir ouvert, et tu vas vivre avec ça. Peut-être que ça ne rentrera pas à chaque fois, mais tu vas vivre et tu vas dire ça, c'est une bonne option pour nous. Parce que ça, on va en mettre suffisamment pour tuer les Mavericks de ce côté-là. Oui, ça me semble juste pour Jrue Holiday, effectivement. De toute façon, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. De toute façon, ça n'a jamais été vraiment sa force, en fait. Même s'il a été capable de le faire par moment, c'est pas son atout majeur en attaque, c'est pas celui d'être un scoreur, mais c'est effectivement de pouvoir potentiellement fatiguer Luka. Mais c'est vrai que j'en reviens quand même à cet équilibre offensif de Boston, qui là où Boston est
plus injouable, c'est quand tu as l'impression que c'est une espèce de flow continu d'attaque vers le cercle, de ressortie, la balle ressort, où finalement t'as pas un playmaker, tu as 3 ou 4 playmakers ensemble sur le terrain qui sont capables de jouer les uns en fonction des autres. Et c'est là où je sais pas, en fait, j'ai pas encore la réponse de savoir, parce que cette équipe a été... On en revient là quand même peu ou pas trop testé, pour pas dire pas du tout, durant ces playoffs, s'ils sont capables d'alterner en fait et de jouer dans une espèce de flow et à certains moments précis, moment où il faut mettre le doigt où ça fait mal, se concentrer sur un élément pour essayer de profiter d'une faille en défense. Alors je dis je sais pas s'ils sont capables, bien sûr je pense qu'ils sont capables de le faire, mais je sais pas s'ils sont capables de le faire suffisamment avec la répétition et dans les moments clés de moments aussi importants que ceux des finales NBA, même si on y revient, comme c'est l'équipe la plus expérimentée des deux, c'est les Boston Celtics. Ils sont déjà allés en finale, ils ont déjà joué des tonnes de campagnes ensemble, là où Dallas finalement est une équipe toute neuve, les Mavericks tels qu'ils sont, qui sont encore en train d'apprendre les uns des autres. Et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, entre la différence entre une équipe avec un top 6 qui est blindé et derrière c'est faible ou relativement faible, et de l'autre côté un banc qui va beaucoup plus loin, on sait que quand Dallas fonctionne bien et que effectivement PJ Washington met dedans, que Josh Green fait les bonnes passes, que Derrick Jones va chercher tous les rebonds offensifs, tu dis elle est injouable cette équipe. Mais on sait aussi, on l'avait dit dans un podcast précédent, je crois que finalement t'es pas un role player par hasard en NBA. C'est justement parce que t'es pas forcément apte à répéter ces actions d'éclat match après match après match que t'es à ce poste-là et que t'es pas dans celui d'une star. Donc ça va être, je pense, encore une fois on en revient là, je pense que ça va vraiment être pas la clé, mais du moins le nœud de cette opposition entre ces deux équipes-là. Là, ce qui est fou, c'est que là, on parle de role player. Du côté de Boston, les role players, c'est Derrick White qui serait. Enfin, je sais pas, je serais curieux de voir Derrick White dans une autre équipe maintenant, aujourd'hui, avec le niveau qu'il a atteint. C'est Jrue Holiday qui est capable. Les deux sont capables d'être clutch de manière différente. White, l'année dernière, il met des game winners quasiment au buzzer. Jrue Holiday, cette année, même si. Je suis d'accord, Antoine, c'est-à-dire que c'est plus forcément le même joueur offensivement, mais il a encore de l'impact sur les fins de match avec les interceptions, le panier avec la faute qu'il met. Je pense que c'était contre les Cavs peut-être, ou dans le deuxième match contre les Pacers, j'ai oublié, mais c'est contre les Pacers. C'est fou là, en écoutant, je me dis. Donc les role players des Mavs, Derrick Jones Jr., Lively, Washington, donc c'est des joueurs qui apportent dans leur registre, mais il y a un tel luxe à Boston que c'est ce qui me donne confiance en eux. Tout au long de la saison, ils ont été sur ce schéma-là avec des role-players qui seraient ultra précieux partout ailleurs, quasiment, qui seraient encore à un autre statut. Même sur l'adresse à 3 points, je regardais tout à l'heure l'adresse à 3 points et la production des joueurs à 3 points à Boston, c'est tellement vaste. Ils n'ont pas un ou deux shooters par-ci par-là. C'est-à-dire qu'ils sont tous en saison régulière à entre 35 et 42-43%. Et même en playoff, si on prend en playoff, ils ont tous à peu près maintenu leurs chiffres, voire augmenté, sauf Tatum qui est passé à 29%. Il est un petit peu en difficulté à 3 points sur les playoffs. Mais tous ceux qu'on appelle role players sont à un niveau qui, moi, me semble expliquer en partie pourquoi Boston est favori, en tout cas des bookmakers, alors qu'il est. Non, mais c'est la meilleure équipe. Ils sont pas là par hasard. Sur les 7 dernières finales qu'il y a eu entre une équipe à 60 wins et une équipe sous les 60 wins, c'est 6 fois celle à 60 wins qui a gagné les finales, 6 fois sur 7. Je veux dire, faut pas se tromper. C'est un affrontement qui va être très équilibré, je pense. Mais il y a quand même une équipe qui est clairement favorite et c'est Boston. Il n'y a jamais une équipe qui a été. Donc Dallas a fini 5e à l'Ouest. Il n'y a jamais une équipe qui a fini 5e qui a été championne NBA. Ouais, mais ça, par contre, je trouve ça délicat parce qu'on a une conférence Ouest qui est extrêmement Ouais. dense et Dallas a changé vraiment son équipe. D'ailleurs, on a beaucoup parlé du dernier match entre Dallas et Boston. Il compte même pas vraiment complètement dans la révolution des Mavs parce que c'était pas encore Daniel Gafford le titulaire. Ça s'est vraiment passé ensuite, la révolution des Mavericks. Et juste, je repense à cette histoire de flow dont tu parlais, Théo. Il y a un truc, c'est que je pense que les Celtics, ils ont encore jamais été bousculés physiquement. Et les Mavs peuvent les bousculer physiquement. Et moi, ce que j'attends de voir, notamment du côté de Boston, et pareil, ça sera l'une des nombreuses clés de la série parmi toutes celles qu'on a citées, c'est est-ce que les Celtics sauront répondre à ça? Le moment où justement, on n'arrive pas à pénétrer aussi facilement parce que machin, il a des bras tentaculaires, parce qu'il y a l'autre qui est à la limite de la faute en train de me pousser, t'en as un qui me retient un peu le t-shirt, tu vois, des trucs comme ça, des trucs qui auraient pu avoir éventuellement contre des Knicks au complet. Et encore, je trouve que c'est incomparable de comparer de la défense des Knicks n'est pas celle des Mavericks.
Et là, du coup, les Mavs, je pense qu'ils arriveront à perturber un peu les Celtics. Il faudra que les Celtics augmentent encore leur niveau de jeu parce qu'on parle de role player pour Derrick White, pour Jrue Holiday, mais en fait, ils sont presque. C'est des All-Stars en fait. C'est pas vraiment des role players. Les Celtics, ils ont 5 All-Stars dans leurs 5 majeurs. Holiday, il a été 2 fois All-Star. Donc, il est sur la deuxième partie de sa carrière, évidemment, mais c'est un mec qui a l'expérience d'un joueur All-Star. Derrick White, il pourrait être All-Star. Il n'a pas l'étiquette All-Star, mais Jamal Murray l'a pas non plus. Alors, je dis pas que Derrick White, c'est évidemment pas Jamal Murray. Murray, c'est une superstar de playoff, tu vois, mais Derrick White, c'est un joueur d'un niveau All-Star. Porzingis, c'est All-Star. Brown, c'est All-Star. Tatum, c'est All-Star. Ils ont 5 All-Stars et ces mecs-là vont tous devoir hausser leur niveau de jeu. C'est ça qui est paradoxal. Ils ont la meilleure équipe, mais malgré ça, ils vont quand même tous devoir hausser leur niveau de jeu pour battre cette équipe de Dallas, quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous sur le statut d'All-Star de Jrue Holiday et de Derrick White, même même si Derrick White a jamais été All-Star, mais du moins dans ce qu'il apporte à cette équipe. Oui, c'est ça. En fait, c'est une équipe enfin, c'est marrant, il n'y a pas de role player du côté de Boston. Limite, tu as l'impression que voilà, c'est soit tu es dans le top 5, top 6, et sinon, c'est vraiment, il y a un décrochage qui est quand même vraiment impressionnant entre le 6e homme et derrière 7-8. Et l'autre côté, cette équipe de Dallas, finalement, tu as 2 superstars, une superstar Luka Doncic, une vraie star en Kyrie Irving, et derrière, c'est des. Voilà, il y a personne qui est. C'est des super role players, mais t'en as aucun qui peut prétendre au statut de star quasiment. Peut-être même l'un des joueurs les plus importants, c'est peut-être Dereck Lively en fait sur ces playoffs, le plus régulier le plus dans la constance en fait dans son apport là. Il a d'ailleurs un plus-minus complètement dingue sur les playoffs et c'est quand même dingue. Tu dis c'est un rookie le gars quoi. C'est d'ailleurs le troisième joueur le plus important de ton équipe potentiellement c'est un rookie quoi. Ouais, il est incroyable. Enfin, Lively est déterminant. Alors, ses stats, elles sont franchement bonnes déjà. Et puis, mais c'est tout ce qu'il apporte autour. Les moments où son énergie est contagieuse, où il change le flow, le rythme des matchs, la manière dont c'est-à-dire que c'est pas juste un rim runner, c'est-à-dire que c'est aussi un joueur intelligent qui a du ballon. Il est capable en termes de playmaking, il y a quelque chose. Et c'est qu'un rookie. Donc, peut-être qu'après, sur la durée, on peut se dire que Dallas tient vraiment un joueur de haut niveau. Je ne sais pas si dans sa carrière, il sera All-Star ou quoi, mais il a des aptitudes et déjà une maturité qui font que oui, c'est déjà peut-être le 3e joueur le plus important de l'équipe. Bon, après, les autres sont aussi Virga Ford, il est très important dans ce qu'il apporte aussi. On voit que lui aussi est capable de changer aussi l'intensité des matchs, mais ouais, Lively va être déterminant et c'est pas lui faire injure que de dire que c'est pas encore une star au même titre que tous les joueurs qu'on a évoqués juste avant. Enfin, Boston s'est fait une armada, on le dit depuis le début de la saison, le recrutement a été assez incroyable. Enfin, quand tu vois les joueurs qui sont arrivés, qui se sont imbriqués dans une équipe qui était déjà ensemble depuis des années, c'est sur le star power, il y a pas photo aussi. Enfin, si on devait classer les joueurs sur le star power de la série, bon, je pense qu'on mettrait tous Luka en 1. Après, peut-être Tatum en 2. Kyrie, sur le niveau qu'il a, il est pas très loin de la 2e place quand même. Et Brown lui-même est pas très loin voilà, sur les places 2, 3, 4, ça peut peut-être se discuter finalement. Mais donc les Mavs ont aussi ce star power. C'est indéniable, mais Boston me semble plus. Ça me semble plus fort tout bêtement. On parlera de ce qu'on imagine qui va se passer après, mais voilà, j'ai beaucoup de confiance dans cette équipe de Boston qui elle-même me semble avoir confiance, même si on a dit pas mal de fois qu'elle n'est peut-être pas toujours au niveau, sur le plan strictement basket du jeu, pas au niveau qu'on espérait ou qu'on attendait, mais ils sont là, ils sont efficaces, ils ont gagné la plupart de leurs matchs et ils sont favoris pour la première fois. Je regardais encore chez les bookmakers tout à l'heure. C'est la première fois depuis 1986 qu'ils vont être favoris de finale qui disputent parce que 87 ils sont pas favoris. Sur les 2 finales contre les Lakers, ils sont pas favoris des bookmakers, ils en remportent une des 2. Contre les Warriors en 2022, ils étaient pas favoris. Là, ils retrouvent ce statut d'équipe sous pression. Ça a aussi une composante importante. Après 2008, 2010, bon, c'est une histoire de bookmakers. Ils sont pas favoris des bookmakers depuis. Parce que c'est dur de se dire que 2008, c'est pas l'équipe qui est favorite quand même, tu vois. Ils étaient pas favoris en 2008 quand même. Ouais, mais ils viennent de récupérer Ray Allen, Kevin Garnett, c'est eux qui remportent le plus de victoires sur la saison. Tu vois ce que je veux dire? C'était strictement sur la cote, je parlais. C'est vraiment les bookmakers qui.
dur de se dire qu'ils sont pas favoris, franchement, Théo. Non, mais honnêtement, il était globalement pas. Hein. Et quand Paul Pierce se pète enfin, quand on croit qu'il se fait mal au genou au début du premier match, on se dit, c'est mort pour les Celtics. C'était leur seule chance, c'était ça. Et enfin, vraiment, je dis pas que c'était justifié, mais j'ai l'impression que vraiment dans l'imaginaire, ils étaient pas favoris cette finale-là. En tout cas, à Las Vegas, les bookmakers les mettaient pas favoris, voilà. Mais ça, c'est après les cotes devaient pas être scandaleuses non plus, hein, mais là, en tout cas, là aujourd'hui, ils sont favoris assez clairement, et c'est une pression qui est pas simple à gérer parce qu'ils savent qu'ils vont être analysés derrière. Est-ce que cette équipe va y arriver un jour? Est-ce que Tatum, ceci, cela? C'est un facteur qu'ils vont devoir gérer aussi, la pression, mine de rien. Je vais revenir sur la pression plus tard si vous voulez, mais juste un truc sur Lively et Gafford. Il y a un truc qui me rassurerait, qui à la fois m'inquiéterait du côté des Celtics, c'est si tu fais un parallèle entre Porzingis et Chet Holmgren. Holmgren, c'est quand même celui qui a le plus gêné Lively et Gafford. Lively, il est à 40. Je suis allé vérifier du coup parce que je me souvenais plus de la stat, mais j'avais l'impression visuelle que Lively comme Gafford contre le Thunder n'avaient pas été aussi percutants. Tout en étant important, hein, mais pas aussi percutant que la série contre les Timberwolves. Lively, il est que à 44% au tir contre Oklahoma City. Pour lui, c'est l'équivalent d'un 30% au tir d'un autre joueur. Et même Gafford, il est à 60%, alors que c'est un mec qui met quasiment 80% de ses tirs. Donc, ils avaient été vraiment gênés par Holmgren. Et il y avait ce truc de d'Eric Jones et PJ Washington qui ont mis leur shoot au bon moment. Mais je pense que le plan du Thunder vraiment était le bon plan pour ralentir Dallas, juste qu'il n'y avait pas assez d'éléments, pas assez de talent, pas assez de bancs. Donc, je serais rassuré du côté de Boston en me disant, Porzingis, il va les gêner. Par contre, je serais inquiet en me disant, mais Porzingis, il va pas jouer 48 minutes, en fait. Et dès que le Thunder faisait sortir et qu'il y avait Jalen Williams, c'était pas la même chose. Alors, Ford, c'est évidemment un joueur plus expérimenté, un meilleur défenseur que Jalen Williams, mais il va falloir gérer les minutes sans Porzingis. Encore une fois, on part du principe qu'un Porzingis est à 100%. Donc déjà, c'est pas une donnée garantie. Un Porzingis à 100% qui en plus peut tenir vraiment 35 minutes à fond, c'est encore une garantie. Et derrière, je pense que les minutes sans Porzingis vont être potentiellement des moments où les Mavericks, je pense, dans les seconds quart-temps, dans certaines périodes, fin de troisième quart-temps, va vraiment falloir pousser en fait. C'est un moment où tu peux soit creuser un écart, soit rattraper un retard et tenter d'aller jouer un quatrième quart-temps serré, où là, tu sais que tu peux avoir cet avantage dans le clutch. Après, voilà, je te laisse peut-être Théo sur la pression ou sur ça. J'ai un autre truc à dire sur la pression, après sur les Celtics, notamment sur est-ce que c'est l'année ou jamais. Non, mais c'est intéressant le parallèle que tu fais parce qu'en fait, entre OKC et les Celtics, et notamment sur Chet Holmgren, parce que voilà, même défensivement, en fait, les Mavs, parfois, ont laissé Chet Holmgren shooter, en fait, en disant, vas-y, shoot, on va faire d'autres impasses, et je suis pas sûr que tu puisses faire la même impasse sur Porzingis. Alors, leur pourcentage de réussite à 3 points de mémoire sont pas si différents que ça, mais c'est quand même... À ce niveau-là, en fait, la différence, elle est vraiment marquante, en fait, parce qu'il te suffit de 2 tirs à 3 points de plus dans un match pour que ça fasse toute la différence sur ta série, sur la manière dont tu vas aborder les choses. Et je pense que ça, effectivement, on en revient à Porzingis, qui est l'élément central de cette équipe des Celtics. Et je te rejoins complètement, Antoine. Moi, je suis curieux de voir comment Dallas va gérer les moments où de l'autre côté, il n'y aura plus soit Jason Tatum, soit Porzingis, soit Jalen Brown. Les moments, en fait, où ils seront obligés d'être dans leur rotation parce que problème de faute ou parce que simplement, il faut pouvoir faire jouer d'autres joueurs. Et c'est là où ça redevient intéressant d'avoir du banc, en fait. Et notamment, moi, ce qui m'a bluffé tout au long de cette campagne de play-off du côté des Mavs, c'est la qualité de jeu produite par les mecs qui sortaient du banc, y compris ceux qui n'avaient pas joué depuis longtemps. On a vu que Dante Exum, il pouvait venir, il avait quasiment plus joué, il sort, il met un tir à 3 points, une espèce de tir main gauche. Tu te dis, mais depuis quand tu sais mettre des tirs comme ça? Après, il ressort, en fait. Il a joué, je ne me rappelle plus de quel match ni combien de temps il a joué. Il a dû jouer entre 5 et 7 minutes, mais c'était 5 et 7 minutes de qualité face auxquels les Wolves ont dû respecter, en fait. Ils n'ont pas pu arrêter de défendre en disant de toute façon il n'est pas capable. Non, il est capable. Même un joueur comme Tim Hardaway, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, en fait. Laisse tomber, c'est le genre de joueur, je pense, qui te font prendre 15 piges quand t'es coach, parce qu'en fait, soit il joue comme tu dis, c'est un borderline all-star, il va te faire un match où il va mettre 5 tirs à 3 points sur 7, et un autre où il va enchaîner perte de balles et rater des tirs dans tous les sens. Il n'y a pas de juste milieu, mais les jours où ça paye, c'est vraiment un pari gagnant, en fait. C'est vraiment l'exemple même du pari gagnant. Donc ouais, je te rejoins là-dessus sur la pression. Je sais pas si Shai, si tu voulais repartir sur cette thématique-là. C'est pas ça, c'était juste pour te préciser, parce que tu te demandais, Porzingis est à 37,5 et à 3 points pendant la saison régulière. Holmgren à 37 en saison régulière, mais par contre, ça descend beaucoup en
en playoff, il a shooté à 26% à 3 points pendant ces playoffs. Et puis il n'y a pas la même nombre. Il en prend Est-ce plus, je qu'ils ont crois, vraiment Porzingis, pris non? la même quantité? Parce que du coup, le 37 avec plus de tirs est plus parlant, par exemple, un 37 où tu prends 3 tirs à 3 points par match, quoi. Alors, en saison régulière, encore une fois, Holmgren en prenait un peu plus de 4 par match. Ok, quand même. Donc Ok. c'est pas mal. Et Porzingis, il en mettait, je me souviens qu'il en mettait 2 par match. Alors après, donc pour faire le rapport, s'il Oui, est à donc il en prenait 37,5, 5, voilà. un peu plus de 5. Ouais, En donc gros, il n'y a c'est pas ça. une si gros écart. C'est à peu près similaire, ouais. Du Tu coup, voulais- moi, ouais. sur la pression, je suis tombé sur le short du CQFR où Shai parle tu vois, de est-ce que c'est l'année ou jamais pour Boston, un peu sur ce côté-là. Et j'étais d'accord avec ton raisonnement. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais j'ai des points en plus. Je pense qu'en fait, Boston, c'est vraiment l'année ou jamais, entre guillemets ou jamais. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils doivent tout casser s'ils gagnent pas, mais je pense vraiment que c'est un échec s'ils gagnent pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir déjà tout ce qui est arrivé avant qu'ils se retrouvent ici. C'est quand même une équipe qui a eu souvent l'occasion de transférer Jaylen Brown pour Paul George, pour Jimmy Butler. On oublie ça, mais Jimmy Butler, avant d'arriver à Philly, c'est Boston qui est favori pour le récupérer, en fait, via ce trade. Ils n'ont pas fait ce trade. Ils n'ont Kevin pas fait Durant le aussi, trade ouais. pour Paul George. Ils n'ont pas fait le trade pour Kevin Durant. Ils ont misé constamment et ils ont eu raison, ça a payé pour eux, entre guillemets. On répète très souvent qu'ils ont toujours été placés pas encore gagnants. Donc il y a vraiment une espèce de pression. Et on a tendance, donc il y a déjà tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, mais il y a aussi, on peut regarder un peu le futur. Oui, ils sont jeunes, mais jeunes, en fait, c'est un peu une lecture un peu trompeuse, en fait. Parce que, par exemple, tu vois, Luka, il n'est pas beaucoup plus jeune qu'eux, mais Luka, tu sens qu'il y a encore un palier, en fait. Tu vois, c'est comme quand LeBron, quand il est à 25 ans, il est déjà extrêmement fort, mais on sait qu'il y a encore un truc derrière. Et on l'a vu, tu vois, il y a un palier encore derrière. C'est le propre des très, très, très grands joueurs. Luka, on sait qu'il y a encore un palier. Tatum, il a beau être jeune, je ne suis pas persuadé qu'il sera beaucoup plus fort dans 3 ans, en fait. Il sera peut-être un peu plus fort, bien sûr. Pareil pour Jaylen Brown. Il n'y en a aucun des deux où je me dis que c'est nécessairement un futur top 3 NBA, voire même, je ne suis même pas sûr que ce soit même top 5 NBA, tu vois. Tatum, peut-être il est top 5, ça dépend de l'appréciation de chacun, tu vois. Mais le joueur qu'il est là aujourd'hui, oui, il est jeune, mais il ne sera pas forcément plus fort, en fait. À 29 ans, il ne sera pas nécessairement... Donc, c'est pas comme s'il y avait un vrai potentiel. Et par contre, du coup, si tu n'as pas un top 5, il faut que tu aies l'équipe parfaite. Faut que tu aies l'équipe parfaite. Je pense qu'en NBA, si tu gagnes pas avec un top 5 player, c'est que ton équipe, elle est parfaite. Les Celtics, ils ont un borderline top 5 et en plus de ça, ils ont une équipe parfaite. Oui, il n'y a pas au-delà du 7e homme. Je pense que Pritchard, il est encore quand même très solide. Donc, je dirais qu'il y a un top 7 très solide. Ils n'ont pas 8e homme, mais ils ont une équipe parfaite. Par contre, leur équipe, je suis pas certain. Je pense que là, c'est la meilleure. C'est l'année où ils seront plus forts. Je pense pas qu'ils seront plus forts l'an prochain, les Celtics. Je pense pas qu'ils seront plus forts l'an prochain parce que Porzingis, déjà tu sais pas comment il va décliner un mec avec autant de blessures. Je pense pas que Porzingis il sera plus fort l'an prochain que cette année. Je pense pas que Derrick White il sera plus fort l'an prochain que cette année. Je pense que c'est les mecs qui sont à leur pic. Par contre, Jrue Holiday, je suis persuadé que petit à petit, ça va commencer à vraiment décliner, tu vois. Donc, je pense que là, c'est encore l'année où il est au top. Oui, Pritchard, il va progresser, mais ça te fait progresser à la marge. Et donc, en fait, les Celtics, peut-être que là, oui, tout de suite, on se dit, s'ils perdent, il leur reste peut-être 3 ans. Mais s'ils ne gagnent pas les 3 années d'après, le moment où tu vas dire c'était quand vraiment l'échec, tu vois, on arrive en 2026, ils n'ont toujours pas gagné, tu ne te diras pas que c'est 2025 ou 2026 l'échec. Tu vas repenser, tu vas dire, ah non, c'était 2024. Ils ont dominé la saison régulière comme très peu d'équipes ont dominé une saison régulière. Ils ont eu le parcours le plus facile dans mes mémoires récentes, en fait. C'est cette année que tu dois gagner. Les autres équipes, elles vont progresser. Les Celtics, je ne suis pas sûr qu'ils seront plus forts. Par contre, je suis persuadé que les Mavs, ils seront plus forts. Je suis persuadé que le Thunder, ils seront plus forts. Je suis persuadé que les Timberwolves, ils ont encore un cap à passer avec Anthony Edwards, tu vois. Donc, en fait, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, quand Kevin Durant et James Harden, ils arrivent en finale avec Russell Westbrook, on se dit, ouais, c'est le futur. Ils en ont pas fait d'autres. Ils en ont pas fait d'autres. Tu sais pas ce que c'est. Et aller 2 fois en finale, tu vois, c'est déjà beaucoup. Si tu te plantes 2 fois, regarde même les équipes qui ont affronté Jordan, en fait. Tu vois, les qui ont affronté les Bulls dans les années 90, t'es pas sûr, en fait, de ta fenêtre. Et moi, je pense que là, eux-mêmes, ils le disent. On est plus fort que jamais, on est mieux préparé que jamais. C'est maintenant ou jamais, en fait, les gars. Si vous gagnez pas maintenant, oui, ils vont sans doute pas tout casser. Je pense pas qu'ils vont transférer Jaylen Brown. Mais je suis pas sûr. Au-delà du fait, en plus, je rajoute un autre truc. Et pour moi, c'est une vraie pression pour eux cette année. Sachant que tout le monde se dit, c'est la meilleure équipe, ils ont eu le parcours facile, il faut gagner. L'autre truc, c'est qu'en fait, comment tu te relèves mentalement après avoir autant perdu? Tu vois, je sais que c'est un truc qui est assez abstrait,
mais qui pour moi existe vraiment. Et je sais que les Clippers en avaient beaucoup parlé, même si eux, ils sont jamais allés jusqu'en finale. C'est qu'à un moment, tu perds tellement, tu te dis, mais si même là, on n'a pas gagné, quand est-ce qu'on va gagner en fait? Alors oui, rien n'exclut que Tatum, peut-être dans 4 ans, il y aura peut-être une autre équipe autour de lui et Tatum, il sera encore suffisamment fort pour te faire gagner. Mais moi, je pense que là, avec cette association Brown-Tatum, c'est maintenant ou jamais. Très sincèrement, je pense pas que je pense qu'ils gagnent pas maintenant, ils gagneront jamais. Ouais, bon, la pression, elle est supérieure à celle que j'imaginais en début de playoff parce que pour tout ce que tu as dit, le parcours facile, le fait qu'ils sont, oui, assez logiquement, alors dans leur prime ou pas dans leur prime, peu importe, mais tu as raison, Jrue va décliner. Alors Ford, qui est quand même un joueur important de l'équipe, il est quand même plus proche de la fin que du début. À partir du moment où tu perds ces joueurs-là, où ils sont moins forts, par quoi tu les remplaces et est-ce que c'est aussi fort ou ne serait-ce que presque aussi fort? Non, mais je suis assez d'accord. Le seul truc que je disais, surtout en début de playoff, c'est que l'échec, c'était de ne pas aller en finale. Ça, bon, ça s'est vite, ça s'est vite concrétisé avec tout ce qui s'est passé. Là, ils sont favoris, donc oui, ce serait un échec. J'attends quand même de voir la manière avant de me dire que c'est vraiment un échec parce que ils ont encore, comme tu l'as dit, peut-être une ou deux opportunités qui me semblent évidentes. Mais ouais, s'ils gagnent pas, ils vont se poser des questions et psychologiquement, tu te dis si là on n'a pas gagné, pourquoi est-ce qu'on battrait une équipe qui est peut-être plus forte en face l'année prochaine? Est-ce que à l'Est, même à l'Est, les équipes elles vont pas, il y a des joueurs majeurs qui vont venir, il y a d'autres franchises qui vont se développer, progresser, des stars peuvent encore s'associer, on ne sait pas. Donc non, mais je pense qu'on est assez d'accord. Je sais pas si c'est vraiment l'année ou jamais, mais il y a une pression qu'ils ont peut-être jamais eu avant parce qu'on le disait contre les Warriors, ils n'étaient pas vraiment favoris à proprement parler. Là, il faudrait aller regarder les codes. Je pense que c'est assez net à mon avis. Ouais, je suis comme vous en fait. Je pense que c'est l'année. En fait, tout dépend ce qu'on veut dire par l'année ou jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'année où tout est réuni pour qu'ils soient champions. Je pense que s'ils sont pas champions, ce sera un échec. Et pour autant, je pense pas que ça veut dire que s'ils sont pas champions, ils doivent tout exploser parce qu'en fait, ils ont déjà quand même réussi le plus dur. Par contre, là où je vous rejoins tous les deux, c'est sur si ça va pas au bout cette année. Il n'y a rien de garanti malgré tout pour la suite parce que là, la saison régulière, elle devient longue en fait. Là, tu arrives jusqu'en finale NBA, tu perds. Tout ce que tu as envie, c'est de retourner en finale NBA pour prouver que non, tu as l'équipe pour et tu peux gagner. Mais non, il faut que tu te retapes les 82 matchs de saison régulière. Et c'est là où la saison extraordinaire qu'ils ont faite cette année, là, où ils ont roulé sur la ligue pendant toute la saison régulière parce qu'il y a un objectif commun. Tu vas aller en finale, tu veux gagner le titre. Si tu perds la finale là, c'est pas la même énergie en fait. Tu as juste envie de retrouver la finale NBA pour rejouer ou même le match 7 de la série que tu as perdu. Enfin, tu sais, c'est des choses très, très ponctuelles. Alors que quand tu as gagné, ça change complètement ta manière d'aborder la saison régulière parce que de toute façon tu sais que tout le monde va vouloir tu vas être l'homme à battre quelque part et finalement tu peux prendre tous ces petits challenges comme des non on va montrer qu'on est les champions, on va pas se laisser avoir. C'est plus simple je trouve de se remotiver pour une saison régulière quand tu es déjà champion, même si on a vu qu'une fois que tu as été 2 fois champion c'est plus forcément non plus aussi simple que ça. Mais là sur la remobilisation psychologique mentale dont tu parles Antoine, ça me semble hyper pertinent. Après voilà, c'est vrai qu'on a pendant tous ces playoffs, on a été, moi le premier, hein, j'avoue, hyper critique à regarder, chercher la petite bête du côté des Celtics. Encore une fois, hein, c'est pas un hasard s'ils sont favoris pour être champions cette année. C'est pas un hasard s'ils sont favoris pour être champions dans cette finale. Ils ont toutes les armes pour l'être, ce qui garantit pas qu'ils le seront. Mais si t'es fan des Celtics, t'as de quoi être enthousiaste et optimiste sur l'issue de cette saison Mais finalement. Et si tu perds contre, on est tous d'accord pour dire que Doncic est le meilleur joueur de la série. On est à peu près d'accord pour dire qu'il a un potentiel de joueur all-time parmi les meilleurs joueurs de tous les temps. Bon, il a encore du boulot, on est d'accord, on en reparlait encore ce matin avec Théo. Si tu perds contre un joueur all-time, si Luka est à 40-45 points sur plusieurs des matchs et qu'il te renverse la série, est-ce que c'est tant que ça un échec ou est-ce que c'est juste que Ça tu... reste un échec. Oui, Est-ce oui. que Clyde Drexler, quand il va 2 fois en finale, c'est pas un échec de perdre contre Jordan? Enfin, bon, avant, il perd pas contre Jordan. C'est un échec. Ils ont la meilleure équipe. Et eux, ils voient Tatum de la même manière que nous, là, on parle de Doncic. C'est un échec. Tatum, il se voit aussi comme un futur all-time. Tu vois ce que je veux dire? C'est un échec. Et moi aussi, je pense pas qu'ils vont tout casser. Je pense que même si là, ils perdent, ils vont pas casser le duo Tatum-Brown, sauf s'il y a une embrouille entre eux. Mais sinon, ils vont pas casser. Mais ce que je dis, c'est que c'est très, enfin, je suis vraiment pas sûr que cette équipe, elle ait une autre
opportunité aussi grande, voire peut-être plus tard dans le futur si Tatum, quand il y aura un renouvellement d'effectifs. Mais ça, c'est une donnée ultra incertaine. Oui, ils ont moins d'atouts qu'avant. Ils ont eu plein de pics. Ils les ont pas dépensés. Ils les ont dépensés pour Porzingis, pour certains trucs. Mais tu vois, ils ont eu des tonnes d'atouts, des tonnes d'assets et tout a mené pour construire cette équipe-là, celle qu'ils ont aujourd'hui. Il y a moins d'opportunités dans le futur. Tu parles même de l'Est, parce que c'est vrai que je parlais de l'Ouest. Mais Yanis et Lillard, ils seront plus forts l'an prochain. Ils auront un an complet en tour et ils ont de quoi potentiellement refaire un effectif. Va savoir si les Knicks ils font venir une star, etc. etc. Il y a autant d'incertitudes sur le futur des Celtics que ces équipes-là. Donc, quelque part, moi, je pense que c'est le moment. Et même s'ils perdent 4-3, bah, c'est un échec en fait. Tu n'étais pas censé perdre 4-3 contre cette équipe. Tu étais censé être en position de gagner. Oui, si Doncic il tourne à 40 points par match sur la série, tu pourras dire ah ben on a perdu contre un mec qui a un futur plus grand. Mais tu penses que Karl Malone, Charles Barkley, tu penses vraiment qu'ils pensent ça? Tu vois ce que je veux dire? Bah non, tu as perdu. À la fin, c'est que tu as perdu. Donc moi, je pense vraiment que s'ils ne gagnent pas, c'est un échec. Je partage et sur ce que tu dis sur la difficulté. Après, je pense que Boston aura quand même les armes pour rebondir. Mais finalement, je repense à l'exemple des Dallas Mavericks. Je vais repartir en arrière, mais la finale 2006, perdue contre le Heat alors qu'ils menaient 2-0, tout roulait en fait. Donc ils perdent cette finale pour X raisons. Derrière, ils reviennent motivés comme jamais. Et je regardais leur nombre de victoires sur la saison. Ils font une saison à 67 victoires. 67 victoires. Au premier tour. Ils sont monstrueux et ils sortent au premier tour. Et derrière, tu reparles plus des Mavericks jusqu'à ce qu'ils gagnent un titre. Et même quand ils gagnent le titre en 2011, absolument personne. Ouais, non, et moi, je mets ma main coupée. Un renouvellement d'effectifs. Même Dirk Nowitzki, mais en début de saison, il n'a pas dit cette année c'est la bonne, on va être champion NBA. Tu vois ce que je veux dire, on aurait, enfin, je retire rien. Ce titre, il est extraordinaire. Le run de Dirk Nowitzki dans ses playoffs 2011, il est fantastique. Mais tu te dis, il n'est pas passé si loin d'avoir pu faire une carrière de Hall of Famer sans avoir gagné en titre. Parce qu'il a touché ce firmament-là d'être en finale NBA. Tu dis, non, mais on a l'équipe pour. L'année d'après, tu es encore plus fort sur tous les postes, etc. Et pourtant, ben voilà, tu te fais sortir au premier tour par les Warriors où tu peux avoir une blessure au pire moment possible dans ta saison. C'est vrai qu'il n'y a jamais rien de garanti. Il n'y a jamais rien de garanti dans cette ligue. Ce qui n'enlève pas le fait que Boston, par rapport aux autres équipes dont tu parlais, Antoine, a malgré tout déjà son ossature. Même si effectivement, je suis d'accord, Horford, Jrue Holiday, ça peut pas être plus fort, ça ne peut être que moins fort au fur et à mesure des années. Il y a quand même cette ossature qui leur permet de dire non, mais on va être compétitif, mais ça ne te garantit pas d'être champion. Oui, moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils resteront compétitifs. Mais être compétitif, c'est. Tu vois, c'est. Je veux dire, aujourd'hui, les Celtics, après le nombre de finales de conférence, tu peux les juger que à travers un titre. Tu peux plus juger à travers une place d'honneur. C'est plus possible pour Tatum et pour Brown. C'est un peu injuste parce qu'ils y ont été trop tôt. Mais tu peux plus les juger à travers quelque chose comme ça. Tu vois, maintenant, c'est la bague. Ouais, allez. Je vous propose qu'on se prête au jeu des pronostics. Qu'est-ce que vous voyez comme issue pour cette série tous les deux? Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, je pense que Boston, je vois Boston gagner. Sur un score, je dirais quelque chose comme 4-2, mais si vous notez bien, à chaque fois qu'on a fait des pronostics dans ces playoffs, j'ai toujours parié contre les Mavs, je crois, et à chaque fois ils sont passés, donc c'est plutôt encourageant pour eux. Voilà, moi comme ça, avec tout ce qu'on a essayé d'analyser, je dirais 4-2 Boston. Ouais, moi j'ai le même pronostic, mais c'est parce que c'est celui que j'ai mis pour une fois. Je vais pas changer. Au début donc des playoffs sur mon bracket, j'avais Boston-Dallas en finale. J'avais mis Boston victorieux 4-2. Et du coup, je vais rester sur ça. J'avoue que là, ça me semblait évident. Enfin, évident. Façon de parler. Non, parce que là, ça fait gros flambeur. Non, ça me semblait pas évident. Mais sur une finale Boston-Dallas, ça me semblait évident à l'époque que Boston finirait par gagner la finale. Là, honnêtement, aujourd'hui, je suis très, 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 très difficile à pronostiquer. Donc, je vais rester sur mon 4-2. Mais je la trouve. Si ça, en fait, c'est ce qui est bizarre, c'est que je mets 4-2. Mais si ça va en 7, je pense que c'est Dallas qui gagne. Je pense que Dallas, ils peuvent pas perdre un game 7 dans ces playoffs. Bah écoute, moi je vais. Alors, c'est à l'encontre finalement de la comment dire, de la raison, mais moi je vais partir sur Dallas parce que cette équipe de Boston malgré tout me laisse sur un goût d'inachevé. Je saurais pas forcément mettre le doigt dessus,
mais j'ai quand même une incertitude sur sa capacité à aller chercher des matchs durs face à une telle adversité, parce que face aux Pacers, ils l'ont fait, notamment dans le Game 1. Et l'autre chose, moi, quand même, c'est Porzingis, son état de santé. Alors certes, il a eu le temps de se remettre. S'il est sur le terrain tous les matchs de la série, Boston a tout pour l'emporter. Mais si Porzingis se blesse, ou même si un des joueurs du top 6 se blesse, je pense que ça met Boston dans un ensemble de problèmes à domino qui peut être insoluble pour Boston face à une équipe, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Kyrie ou Luka, qui sont vraiment des tueurs. Et limite, j'ai l'impression que, alors c'est peut-être absurde à dire comme ça, mais que le match 1 de la série va limite être déterminant, sera peut-être le plus important, enfin jamais plus important que celui qui clôt une série, mais il va avoir une importance monstrueuse, je pense, parce qu'on sait que c'est pas forcément facile quand ça fait longtemps que t'as pas joué, que t'es hors pot, de te remettre en jambes. Porzingis, s'il est là, il aura pas joué depuis presque un mois quasiment, 3 semaines et demie, un mois. Attention au début à ce match 1 du côté de Boston. Donc allez, moi je vais dire Dallas, et je vais dire, alors là par contre c'est vraiment dur sur le nombre de matchs. Si c'est en 7 manches, moi je vais dire allez 4-3 pour Dallas, parce que si c'est aussi long, je mets vraiment une pièce sur Kyrie et pour Luka pour prendre un match 7. On peut le tourner comme ça. L'équipe qui gagne le Game 1, il y a peut-être forte chance sur l'équipe qui finisse par gagner la finale en fait. Ouais, alors j'ai pas les stats, tu sais, par rapport au nombre de fois où c'est effectivement comme ça que ça se passe. On sait notamment que Dallas a gagné qu'un seul match 1, je crois, dans tout ce parcours de playoff. Là, je crois que il y a que en finale de conférence qu'ils sont allés chercher le match 1. Ils ont perdu tous les autres. Mais oui, je pense qu'il va y avoir une. Et puis la pression sur Boston, là, si tu commences à domicile en perdant, là pour le coup, bon courage. Normalement, c'est le Game 2 qui paume à domicile dans les playoffs, donc il faudra... Qu'ils à Boston, ils n'ont pas intérêt à cumuler, parce que c'est ça. Un match 1 et 2. Ça peut vite devenir compliqué, oui. Bon, écoutez, voilà, je vous propose qu'on referme là cette parenthèse. On sera là de toute façon pour bien sûr détailler tous les matchs de la série. D'ici là, on vous donne rendez-vous sur Basket Session, sur nos différentes plateformes. Vous savez où nous trouver maintenant. On vous dit à très vite. Profitez bien de ces quelques jours de repos avant le début de la grande finale, et on vous dit à très vite. Ciao. 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 Game is out there, and it's either play or get played.